Il est 13 h. Bonjour à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. La grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté a élevé dans l'ordre national 22 personnalités, parmi lesquelles le chef du gouvernement Patrick Hachi. Des personnalités distinguées pour leur mérite et la qualité de leur engagement professionnel et social. Le récit de cette cérémonie de distinction en ouverture de journal. Dans ce contexte de pandémie de Covid-19, ce sont près de 3 milliards de personnes qui meurent de faim dans le monde. Agir pour l'avenir à améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie. Thème retenu dans le cadre de la célébration de la 41e édition de la Journée mondiale de l'alimentation, assure également le message du gouvernement à l'occasion. Le ministre de la Santé, Pierre Ngudemba, a procédé au lancement officiel de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole, la rubéole, couplée à la vaccination de rattrapage contre la poliomyélite. C'était hier vendredi dans le district sanitaire de Port-Bouévridi. On en parle également dans cette édition. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Cérémonie de distinction hier vendredi 15 octobre 2021 à la Grande Chancellerie. 22 personnalités élevées dans l'ordre national par la Grande Chancelière Henriette Dagri-Diabaté. 6 à la dignité de grand officier, parmi lesquels le chef du gouvernement Patrick Hachi. 9 au grade de commandeur, 5 au grade d'officier et 2 au grade de chevalier pour leur mérite et la qualité de leur engagement professionnel et social. Témoin de cette cérémonie de distinction, Alexis Ouedraogo. 6 personnalités élevées à la dignité de grand officier de l'ordre national ce vendredi à la Grande Chancellerie. En tête, Patrick Hachi, Premier ministre de Côte d'Ivoire. Suivront Mamadou Koné, président du Conseil constitutionnel. Ngolo Coulibaly, président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Théophile Awandoli, inspecteur général d'État. Ouattara Téné Birahima, ministre de la Défense. Thiemoko Koné, gouverneur de la BCEAO. À leur suite, 9 commandeurs dans l'ordre national décorés par le chef du gouvernement. Suivront 5 autres personnalités élevées au grade d'officier de l'ordre national et 2 récipiendaires au rang de chevalier. Les récipiendaires du jour, par la voix de Fidel Sarasoro, ont traduit toute leur reconnaissance à l'institution et réaffirmé leur volonté de servir la nation. Tous ici, nous dédions nos distinctions de ce jour au chef de l'État et nous aimerions le rassurer. Pour nous, ces décorations ne sont pas un satisfecit, mais plutôt des notes d'encouragement à faire plus et à faire mieux. Pour la grande chancelière, c'est là la reconnaissance de la nation. Merci pour votre contribution à la construction d'une Côte d'Ivoire encore plus solidaire. Je félicite en particulier tous ceux qui ont su attendre sans impatience la promotion qui arrive enfin cet après-midi. Si Monsieur le Président de la République a autorisé votre distinction au regard de vos qualités et de vos états de service, la marche n'est pas pour autant terminée. En son nom, je vous engage à entreprendre et à réussir les prochaines étapes. L'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, né en 1960, récompense le mérite et les services rendus à la nation. C'est la distinction la plus élevée de l'État. Des personnalités distinguées pour services rendus à la nation, des personnalités, vous allez le voir et l'entendre, qui s'engagent à faire davantage. Elles l'ont exprimé au micro d'Alexis Ouedraogo. Nous souhaitons toujours être à la hauteur pour que les Ivoiriens soient contents de nous. Je suis un homme heureux. Quand on vous décore comme ça, c'est une bonne chose, mais en même temps on vous dit, faites plus, un peu plus d'efforts. Nous nous engagerons toujours à faire mieux de ce que nous pouvons. Nous mesurons le défi qui nous est fait et nous pensons que pour l'avenir, nous allons tout faire pour relever ce défi. Je voudrais prendre l'engagement de continuer là où le président de la République a apprécié mon engagement. J'aime la Côte d'Ivoire et je veux continuer de donner le meilleur. C'est un très grand plaisir vraiment que le travail soit reconnu comme ça à ce niveau-là. Je ne peux pas ne pas penser en ce moment à Amadou Coulibaly et à Ahmed Bakayoko. J'aurais aimé les voir vivants en cet instant pour leur tendre ce soir même avec fierté cette médaille. Mais tout est volonté de Dieu. C'est une invite à faire plus et à faire mieux. Donc je m'engage avec bien entendu l'ensemble de mes collaborateurs à continuer à servir notre nation et à continuer à mériter la confiance du président Alassane Ouattara.
Deuxième titre de cette édition, agir pour l'avenir et améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie. C'est le thème retenu dans le cadre de la célébration de la 41e édition de la Journée mondiale de l'alimentation. La Côte d'Ivoire célèbre cette 41e édition, occasion pour le gouvernement ivoirien, via le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, de relever les actions engagées par le gouvernement et d'inviter les parties prenantes à agir ensemble pour moderniser l'agriculture. Jean-Jacques Kwameala, Jean-Marc Djedji. Améliorer la production agricole, c'est préparer l'avenir. Une orientation politique du gouvernement promue en cette 41e journée mondiale de l'alimentation dans un contexte de pandémie de la Covid-19. En vue de préparer l'après-pandémie, je voudrais, au nom du gouvernement, à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation 2021, lancer un appel à l'action dans tous les secteurs afin de soutenir la transformation vers des systèmes agroalimentaires plus efficaces. L'efficacité des chaînes de valeur, le changement climatique, les conditions de vie en milieu rural et la sécurité sanitaire des populations. Tous ces défis sont déjà pris en compte par l'État à travers ces structures comme le Programme national d'investissement. Pour un financement et une agriculture plus résiliente, le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, appelle à une mobilisation de tous les acteurs. Le gouvernement invite l'ensemble des acteurs concernés, notamment les producteurs, les chercheurs, les opérateurs économiques, les partenaires techniques et financiers, à agir de concert dans le sens de la modernisation de notre agriculture. Le but de la Journée mondiale de l'alimentation est de sensibiliser le public et d'inciter à l'action au profit des personnes qui souffrent de la faim. La direction du patrimoine de l'État a initié des séances d'évaluation du processus de mise en œuvre de la comptabilité des matières. Principal point au-delà des mécanismes innovants de gestion, l'apparition de la Cour des comptes parmi les organes de contrôle. Ce nouveau dispositif juridictionnel est destiné à garantir la transparence dans la gestion des biens ainsi qu'à assurer une meilleure réalisation des objectifs de qualité comptable en matière de finances publiques. Le point avec Lanciné Bakayoko. S'il est vrai que la grande problématique, c'est l'optimisation des finances publiques, ces échanges avec les gestionnaires du patrimoine de l'État à Bingerville répondaient davantage à un double impératif. Renforcer les outils de gestion des biens publics et favoriser la coopération entre les acteurs sectoriels impliqués dans la mise en œuvre de la comptabilité des matières. La comptabilité des matières, c'est une nouvelle matière qu'on ne connaissait pas forcément. C'est de nouveaux procédés, c'est de nouveaux outils de suivi. Donc, je crois que nous sortons de là vraiment avec un bagage suffisant pour exercer au mieux dans les fonctions qui nous ont été confiées. Le contenu de ces bagages, du moins les matières dont il s'agit ici, sont les innombrables objets d'approvisionnement, les meubles et immeubles, ainsi que les véhicules stockés dans les magasins ou mis à la disposition des usagers. Dire à nos gestionnaires de se mettre à la tâche dès maintenant, commencer l'inventaire, le recensement, l'inventaire des biens, leur enregistrement selon les procédures qu'on leur a indiquées et élaborer, ne serait-ce que pour l'année 2021, leurs rapports qui vont être donc transmis à la Chambre des comptes. La nouveauté, c'est que désormais les gestionnaires du patrimoine de l'État ou les comptables des matières rendent compte de leur gestion à la Cour des comptes, qui jusque-là était cantonnée dans le contrôle des comptes et des comptables publics ordinaires. Nos gestionnaires du patrimoine sont redevables devant la Chambre des comptes. Donc tout ce qu'ils feront les engage tant au niveau administratif qu'au niveau juridictionnel. En cas de manquement, la Cour des comptes peut rendre des décisions de décharge, de sursis à décharge, d'avance ou de débats contre le gestionnaire. Ils sont en formation sur le nouveau dispositif des marchés publics depuis la semaine dernière à Grand-Bassam. Ce sont les différents acteurs impliqués dans la passation des marchés publics. Formation organisée par la Direction générale des marchés publics en collaboration avec le PAGEF, le programme d'appui à la gestion économique et financière. Jean-Jacques Kwame. Ce séminaire de formation va durer tout le mois d'octobre et va réunir 220 acteurs impliqués dans le nouveau dispositif des marchés publics. Il s'agit pour la Direction générale des marchés publics de donner à ces acteurs les informations pour profiter d'une offre.
d'éviter les raccourcis. À vouloir emprunter les raccourcis, parce que nous savons combien de fois il y a des intermédiaires véreux qui vous approchent pour avoir les marchés publics, vous vous exposez à la rigueur de la loi. Nous vous invitons à vous approprier tous les enseignements qui seront faits pendant ces 3 jours avec des formateurs aguerris, des formateurs expérimentés pour vous montrer tous les rouages pour accéder au marché public. Le nouveau code des marchés publics clarifie entre autres les conditions pour un opérateur économique de bénéficier d'un marché public, les différents recours pour contester une procédure, d'où la clarté et la transparence du nouveau dispositif. Ce nouveau dispositif, il est important de le faire connaître à l'ensemble des opérateurs économiques parce qu'en matière de passation des marchés publics, il s'agit de gérer au mieux les deniers publics et de faire en sorte que nos opérateurs économiques puissent bénéficier de cet important pan de la commande de l'État. Ce programme de formation a débuté en 2020 et bénéficie de l'appui financier de la Banque africaine de développement BAD par le canal du projet d'appui à la gestion économique et financière, PAGEF. Mesdames et messieurs, le sujet que vous allez suivre à l'instant met en lumière 3 femmes, présentées comme des exemples car elles se battent au quotidien pour assurer leur indépendance économique et cela malgré les coûts que leur a porté la vie. Elles sont tenancières de maquis ou promotrices de quincaillerie. Félicité, Marie-Claire et Anne-Marie vivent dans la région de l'Anawa et chacune d'entre elles a eu son carrefour de difficultés avec la vie. Sur 181 femmes bénéficiaires du projet Agir 2, elles ont réussi à se distinguer. Leur histoire est certainement celle de milliers d'autres femmes à travers le monde. C'est ce que nous raconte Walter Amadou Ouattara. Mère de 5 enfants aujourd'hui, Félicité a arrêté les études en classe de terminale en début de l'année 2000 à cause d'une grossesse non désirée. Son existence s'est compliquée relativement à plusieurs déceptions amoureuses. Je ne m'attendais pas à ça. Vu la situation, vraiment, je n'arrivais plus à me concentrer. J'ai passé le bac plus de 3 fois, vraiment, ça n'a pas marché. Dans ça, j'ai fait encore la rencontre d'un deuxième. J'ai eu 2 enfants. Titulaire d'un brevet technique, BT, en sciences médico-sociales, Marie-Claire a à sa charge 2 enfants. En quête d'emploi, elle quitte Abbeville pour se retrouver à Soubré, où on lui avait fait une promesse de 150 000 francs CFA de salaire mensuel. C'est une entreprise agricole qui m'a fait venir ici. On a fait presque 6 mois sans salaire. Et j'étais fatiguée de toujours demander de l'aide à mes amis, à mes connaissances. Raison pour laquelle j'ai commencé à chercher de l'emploi. Et je suis tombée sur une maman qui avait un restaurant. Elle me payait 20 000. Vivant avec handicap, Anne-Marie est mère de 3 enfants. En 2003, alors en classe de 3e, sa vie bascule suite à un accident de la circulation routière. J'ai demandé à maman comment l'accident s'est déroulé. Elle m'a dit non, que tout le monde est mort sur le champ, que nous sommes restés 3. Avec mon bras écrasé, je pouvais même perdre la vie. J'ai dit à mes parents que je voulais reprendre encore les cours pour obtenir au moins le BPC et le bac. L'année 2005, j'ai repris et puis j'ai obtenu le BPC. C'est à cause de la douleur que j'ai arrêté les cours. 3 femmes avec chacune un parcours atypique. Pourtant, les vicissitudes de la vie ne vont pas les empêcher d'entreprendre. Tenancières de maquis ou promotrices de quincaillerie, elles gagnent honnêtement leur pain quotidien. Avant, je vivais sous le toit d'un homme. Mais aujourd'hui, grâce à la restauration, j'ai un chez moi. J'ai récupéré mes enfants qui étaient avec leur papa. J'ai même acheté 2 terrains ici à Soubré. Quand je suis arrivée ici, je me mets dans une maison un entrée couché de 5 000 francs. Aujourd'hui, nous sommes dans une maison de 30 000 francs, ma fille et moi. J'ai commencé avec une somme de 100 000 francs. C'est grâce à mon économie des 6 années. Malgré mon handicap, j'ai ouvert mon magasin depuis le 12 avril 2017. J'avais commencé avec 10 paquets de ciment et quelques matériels. Aujourd'hui, j'arrive à prendre 40 tonnes de ciment chaque 2 semaines. J'arrive à subvenir à mes besoins grâce à Dieu. Le chemin pour se faire une place au soleil n'a pas été un long fleuve tranquille pour ces mères dont certaines sont célibataires. Selon elle, l'appui de l'agence Emploi Jeunes de Soubré est un atout déterminant à leur situation socio-économique actuelle. Il y a une banque qui a décidé
de nous aider. On veut financer juste une personne dans chaque ville. Ils ont formé 24 filles à Soubré, 24 filles à Boaké, 24 filles à Abidjan. On doit écrire nos projets et puis faire partie. On dit que la meilleure gagne. Et c'est dans ça, Dieu m'a fait grâce. Et puis, on m'a tiré. On a été financé à hauteur de 2 millions pour la ferme. En place jeune aussi m'appelle à l'eau. Tu as été retenu, on te finance aussi. Là-bas, c'est la restauration. Et c'est comme ça mes 2 projets ont été pris en compte et puis j'ai pu m'installer. J'ai opté pour l'entrepreneuriat et j'ai demandé l'aide à l'emploi jeune. J'ai reçu une somme de 800 000 francs. Et grâce à cette somme, j'ai pu réaliser ce que vous voyez là. Aujourd'hui, je suis autonome. Ce n'est pas facile. Tu dois te réveiller très tôt le matin, aller au marché. Il faut venir faire la cuisine, recevoir les clients, d'autres clients qui se plaignent, la nourriture comme ça. Mais on essaie un peu de les calmer. Les gens des centres sociaux, il y a un monsieur là-bas qui est venu me voir. Il m'a dit, ah, vraiment, il y a un emploi jeune qui est là. Comme tu as besoin d'un financement, eux aussi, ils sont là, ils sont prêts pour vous aider. Ils sont venus dans mon magasin pour voir si réellement j'avais un magasin. Après le financement que Dieu m'a fait grâce aujourd'hui, ça s'est agrandi. Félicité, Marie-Claire et Anne-Marie font partie des 181 femmes sur les 493 personnes bénéficiaires du programme AJ2 dans la région de l'Anawa. Yves Kofi, le chargé des projets de l'Agence Emploi Jeunes de Soubré, témoigne de la vulnérabilité des 3 femmes avant leur éligibilité au financement. C'était très difficile au départ parce qu'elle n'y croyait pas. Il y a une vraiment qui m'a vraiment marqué. Malgré son handicap, elle a cru en son activité. Avec l'appui financier de l'Agence Emploi Jeunes, elle a pu quand même réaliser son rêve. Les montants vont de 100 000 à 1 million pour les projets individuels et pour les projets collectifs jusqu'à 2 millions. En agence aussi, il n'y a pas fait de dire qu'il y a une ethnie ou une quelconque religion. Tout le monde bénéficie. De ces présentes histoires de vie, on peut retenir que la jeune fille doit davantage se consacrer à ses études. Non scolarisée, elle doit entreprendre sainement pour être autonome. Surtout, ne pas abandonner la lutte, même avec un handicap physique. Un dossier présenté par Walter Amadou Ouattara, 3e titre de cette édition dans le village d'Adjaoui-Koubé, situé dans la commune de Port-Boué. Une campagne nationale de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite qui a débuté le 15 octobre pour s'étendre jusqu'au 21 octobre a été lancée. Objectif de cette campagne, protéger les enfants de 9 mois à 5 ans contre ces pathologies. Le ministre de la Santé s'est saisi de l'opportunité pour appeler les populations à se mobiliser mieux, à s'approprier cette campagne. Eugène Atoubé. Sur la place publique du village, les femmes entretiennent l'ambiance. Dans un autre registre, quelques mètres plus loin sur le même site, une séance de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite. Bienvenue à Adjaoui-Koubé. Ce quartier-village de la commune de Port-Boué montre son entière adhésion à la campagne nationale contre ces maladies. On m'a dit que le ministre doit venir. Dès mon arrivée, j'ai vu qu'il y a un vaccin pour les enfants de 0 à 5 ans. Donc c'est pour cela que je suis retourné aller chercher ma fille pour pouvoir la vacciner. Plusieurs parents ont fini de faire vacciner leurs enfants quand arrive le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Pierre Demba se félicite de l'adhésion des populations et rappelle l'enjeu de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole rubéole couplée à la vaccination contre la poliomyélite. À ses côtés, les représentants des partenaires techniques et financiers, notamment l'UNICEF et l'OMS, ainsi que le maire de la commune de Port-Boué. Le ministre Dimba lance officiellement la campagne avec pour cible plus de 6 200 000 enfants pour la rougeole rubéole et 1 525 000 pour la poliomyélite. Objectif de cette campagne, toucher plus de 95% de la cible. Au niveau de la rubéole et la rougeole, nous avons les vaccins, la poliomyélite également. Mais même la Covid, où aujourd'hui, je pense qu'il y a une tension au niveau international. La Côte d'Ivoire fait partie des pays phares de la sous-région à avoir les vaccins. Nous avons plus de 5 millions de vaccins et avec un stock qui est important. Donc tous ceux qui veulent se vacciner, c'est le moment. Donc il faut que chacun de nous se fasse vacciner. Sur les sites de vaccination, les agents reçoivent les autres catégories démographiques, venus recevoir leur dose de vaccin contre la Covid-19. Une stratégie pour porter à la hausse le taux de vaccinés de la Covid en Côte d'Ivoire.
Et comme vous avez pu le constater dans ce reportage de Jeanne Atouvé, les populations de ce village ont reçu leur dose de vaccin pour lutter contre la Covid-19, à suivre l'évolution de la maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier, vendredi 15 octobre 2021, 40 nouveaux cas de Covid-19 sur 2599 échantillons prélevés, soit 1,5% de cas positifs, 91 guéris et un décès. À la date donc du 15 octobre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 60 982 cas confirmés, dont 59 310 personnes guéries, 674 décès et 998 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 055 780 le 14 octobre. 42 995 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 2 821 759 doses du 1er mars au 14 octobre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle invite donc toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, qui est gratuite et volontaire. Et on continue de parler de santé dans cette édition. Depuis 3 jours aujourd'hui, Abidjan accueille la 21e édition du Forum pharmaceutique international, assise ouverte par le ministre de la Santé, santé des populations. Quels enjeux pour les pharmaciens? Le thème retenu pour ces assises, opportunité pour les 1500 participants de discuter sur la thématique liée aux nouveaux défis du pharmacien dans un contexte pandémique. Jean-Marc Djadji. Plus de 1000 pharmaciens africains à l'ouverture de la 21e édition du Forum pharmaceutique international. Issus de 23 pays, ces professionnels du médicament seront à l'épreuve de nouveaux challenges. Ils s'engagent à proposer des réformes pour un secteur pharmaceutique aux normes internationales. L'accès des populations à la couverture maladie universelle, la lutte contre les médicaments de qualité inférieure et falsifiés et la résilience contre la Covid-19 ont été les sujets abordés. Il nous faut œuvrer pour faire en sorte que la majorité de nos populations ait accès à des médicaments de qualité à moindre coût. C'est pour cette raison qu'il nous faut des politiques de couverture maladie réalistes et adaptées. Dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, le pharmacien surtout doit contribuer d'abord en sensibilisant le public, en donnant les informations de façon spécifique. En Côte d'Ivoire, il s'agira pour nous de mieux sécuriser le circuit du médicament. Avec un effectif de 2144 pharmaciens et plus de 1000 officines dans le pays, le ministère de la Santé se propose d'accompagner les opérateurs économiques du secteur et de rester dans la dynamique, celle d'améliorer le bien-être des populations. Le développement du secteur pharmaceutique est une priorité de l'action gouvernementale, avec les réformes entamées dans le secteur, notamment avec la création de la nouvelle pharmacie de santé publique et de l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. Le Forum pharmaceutique international se tient annuellement en Afrique la première semaine du mois de juin. L'édition précédente s'est tenue à Marrakech, au Maroc, en 2019. Et elles peuvent se réjouir. Les populations de la commune de Tiendiékro, dans le département de Didiévi, leur commune a une nouvelle ambulance pour l'évacuation des malades et des femmes enceintes. C'est un don de la fondation Lonassi. L'ambulance médicalisée a été officiellement remise aux responsables locaux du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle par les autorités administratives et municipales. Le reportage de Soro Corona. Une nouvelle ambulance médicalisée pour le centre de santé urbain de Tiendiékro, région du Bélier. Ce don de la fondation Lonassi vient accroître la capacité opérationnelle des agents de santé de Tiendiékro. Il arrive souvent où nous avons plusieurs malades à évacuer. Et on a un problème d'ambulance, un problème criard d'ambulance qui aujourd'hui est comblé. Cette ambulance qui va nous permettre de les évacuer un peu plus rapidement vers les centres de référence comme Boaké. Le véhicule médicalisé est officiellement remis par le sous-préfet et le maire de la localité. Occasion pour les autorités locales d'inviter les populations à fréquenter le centre de santé, surtout d'exhorter les femmes à mettre fin aux accouchements à domicile. Le maire a traduit la gratitude des populations au président de la République Alassane Ouattara et au président du Sénat, Aoussou Jano, fils de la région, pour leur implication dans le sort de Tiendiékro. Nous avons bénéficié de la part de la Lonassi une ambulance médicalisée pour nos populations. Rendre hommage à
à Monsieur le Président de la République pour sa politique qui vise à faire du bien-être des populations une priorité. L'autorité sous-préfectorale a quant à lui appelé les populations à la cohésion sociale et au vivre ensemble, socle de tout développement. Cette cérémonie de remise d'ambulance a été mise à profit par l'équipe municipale de Tindikro pour équiper les structures étatiques de la commune. La brigade de gendarmerie a reçu des climatiseurs. Du matériel didactique a été remis au lycée Sundele Kona. Le foyer des jeunes a été aussi équipé en matériel de sonorisation et en jeux de société. Et puis dans le fil de l'actualité, ce communiqué qui émane du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret du 4 novembre 2011 modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés le lundi 18 octobre 2021, lendemain de la commémoration du Mawloud, anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Ce qu'il faut également savoir, c'est que voici 30 ans qu'une organisation internationale baptisée Save the Children a posé ses valises en Côte d'Ivoire. Créée en 1919 au Royaume-Uni, elle compte 30 années de service à la cause de l'enfant dans notre pays. 30 ans de présence en terre ivoirienne célébrée donc, occasion pour l'organisation et ses partenaires de faire le bilan des actions initiées au profit des enfants de Côte d'Ivoire au cours de ces 3 dernières décennies. Toujours dans l'actualité, sachez également que la Côte d'Ivoire vient de faire son entrée dans le cercle fermé des pays qui disposent d'un centre de développement de l'athlétisme africain. Une convention entre les parties, la Confédération africaine d'athlétisme, la Fédération ivoirienne d'athlétisme et l'INJS a été signée au sein de l'INJS en présence des autorités sportives. Les précisions de Patrick Dadier. L'Institut national de la jeunesse et des sports dispose désormais d'un centre de développement de l'athlétisme africain en abrégé, le CDAA. Ce jeudi 14 octobre 2021, dans les locaux de l'INJS, un protocole d'accord a été signé. Les parties prenantes à la signature de la dite convention sont la Confédération africaine d'athlétisme, représentée par son président, le Camerounais Ahmad Kalkaba, la Fédération ivoirienne d'athlétisme par Kwame Jano et l'INJS par son directeur général Habib Sanogo. Ce centre de haut niveau des sports aura 3 missions principales, à savoir la supervision des formations, l'organisation des examens et l'organisation de la certification, conformément aux normes du World Athletics. Pour réussir ce projet, déjà implanté dans plusieurs pays sur le continent, chaque entité s'est engagée à jouer pleinement sa partition. Le présent protocole d'accord, d'une durée de 4 ans à compter de sa signature, sera reconduit si aucune des parties ne dénonce des manquements dans un délai de 3 mois à partir de la date d'expiration. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de Na Aminata Fofana, secrétaire général du CNO, du DG de l'OASU, Kone Mamadou Souleymane, et surtout de Kinimo Fete Hortense, la représentante du ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin Claude Daon. Et puis dans l'actualité internationale, ce samedi, ouverture à Ouagadougou, au Burkina Faso, du FESPACO, édition 2021. Le cinéma africain célébré dans la capitale du Burkina Faso. Et pour nous rendre compte de ces festivités, est présent sur place à Ouagadougou notre reporter Serge Coléa. Serge, bonjour. La 27e édition du FESPACO s'ouvre donc ce samedi. Quelle est l'ambiance qui prévaut à quelques heures de cet événement, Serge? Bonjour Guivet, bonjour aux téléspectateurs de RTI 1. Nous sommes à Ouaga, la capitale burkinabé, dans le cadre donc de l'ouverture officielle de la 27e édition du FESPACO. Le FESPACO, c'est le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Derrière moi, vous avez le siège de cette biennale cinématographique créée en 1969 et qui, 52 ans plus tard, continue de tenir le haut du pavé du point de vue du cinéma en Afrique. Eh bien, tous les grands réalisateurs du continent se donnent rendez-vous ici à Ouaga du 16 au 23 octobre. La Côte d'Ivoire est bien représentée à cette 27e édition. La délégation ivoirienne est conduite par la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badou Nguessan. 9 productions ivoiriennes sont en compétition pour ce FESPACO.
plusieurs catégories. Donc, on espère que nos réalisateurs reviendront de Ouaga avec des lauriers, d'importants lauriers, notamment le Talon d'Or, le prestigieux prix qui sera décerné le samedi 23 octobre à la clôture de ce festival. La RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, est également bien représentée. La délégation est conduite par le directeur général Fosseni Dambélé qui est là avec toute son équipe bien évidemment pour nouer des partenariats. Et bien dans quelques heures seulement, précisément à 16h, le FESPACO va s'ouvrir au Palais des Sports de Ouaga 2000. Je suis en compagnie d'Ambroise Asseman, le caméraman de service, pour vous rendre compte au quotidien. Merci à vous donc Serge pour ce point à mi-journée avant l'ouverture officielle du FESPACO pendant donc 8 jours, le plus grand festival du cinéma africain et bien de la diaspora célèbre la capitale, justement, cela célébré dans la capitale du Burkina Faso, le 7e art avec une sélection de 239 films en provenance de 50 pays et l'espoir d'un renouveau. On aura certainement des échos de cette célébration avec Serge Coléa dans nos prochaines éditions. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Ce métier, c'est pour vous que nous le pratiquons. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.